Vous êtes sur Gabon 24 et nulle part ailleurs. Voici les titres de votre magazine hebdomadaire. Paris et Kigali amorcent un timide rapprochement. En visite en France pour la première fois depuis 2011, Paul Kagame a été reçu par Emmanuel Macron. Le président français promet d'ailleurs le soutien de son pays à la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, pour la direction de la francophonie. Peu d'Africains s'en soucient, mais le 25 mai se trouve être la journée mondiale de l'Afrique, en souvenir du congrès fondateur de l'Organisation de l'Union africaine, ancêtre de l'actuelle Union africaine. Retour sur les atouts, les limites et les forces d'un continent qui restaure sa dignité érodée par de faux clichés. Terminons par ces déclarations et contre-déclarations entre les États-Unis et la Corée du Nord. Aussi imprévisibles l'un que l'autre, le leader nord-coréen et le président américain poursuivent leur face-à-face éruptif. Le sommet des étoiles entre les deux hommes pourrait être maintenu. C'est l'heure de votre magazine Ici l'Afrique. Retrouvez Ismaël Obianzi avec ses invités au téléphone et sur le plateau. Bienvenue dans Ici l'Afrique sur Gabon 24 et pour vous aider à rattraper ce que vous avez peut-être raté en lien avec les derniers développements de l'actualité, j'ai à mes côtés Boris Udiam. Vous êtes historien énarque de formation. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir convié sur ce plateau. Et parfait, Etina, notre géostratège qui commence à gagner un galon dans les débats. Possible qu'on ait aussi au téléphone des contributions extérieures venant essentiellement de nos confrères africains. Madame, Monsieur, installez-vous. On commence tout de suite par cette visite du président rwandais en France. Le président français Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée Paul Kagame. Tous deux ont décidé de travailler ensemble de manière pragmatique. Cela suppose ni plus ni moins de sortir les relations franco-rwandaises de l'époque glaciaire en laissant de côté les sujets qui fâchent pour travailler sur ce qui rapproche. Suivez ce reportage. Le président du Rwanda, Paul Kagame, sera reçu ce mercredi par Emmanuel Macron à l'Élysée pour la première fois depuis 2011, alors que les relations entre Paris et Kigali restent très acrimonieuses depuis le génocide rwandais de 1994. Venu pour participer au salon international des startups Vivatech, Kagame, qui est également le président en exercice de l'Union africaine, s'entretiendra en tête-à-tête avec Emmanuel Macron avant une déclaration commune. De sources concordantes, les questions multilatérales seront au cœur de cet entretien. Les deux hommes pourraient également évoquer une possible candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, qui serait vue du bon œil à Paris selon les médias. Ce poste est actuellement occupé par la Canadienne d'origine haïtienne Michaëlle Jean. Signe d'un progressif apaisement, les deux dirigeants se sont déjà vus à 2 reprises en 1 an, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU et en Inde à l'occasion du sommet solaire. En février dernier, la ministre française des Sports, Laura Flessel, est à Kigali. Cela faisait 8 ans qu'un officiel français n'était pas venu au Rwanda. Kagame participera à l'Élysée à un déjeuner réunissant des patrons du numérique. Son pays nourrit l'ambition de devenir l'un des centres numériques du continent. Jeudi, les deux chefs d'État effectueront ensemble une partie de la visite du salon Vivatech. Là, c'était un peu avant donc l'arrivée du président rwandais en France, reçu donc à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. C'est une visite qui a été couronnée de plusieurs accords entre les deux pays. C'est une visite surtout qui a fait polémique sur le continent. Beaucoup se demandaient pourquoi le président rwandais a fait-il le premier pas vis-à-vis de cette France toujours accusée de génocide au Rwanda en 1994. Est-ce qu'il avait besoin de cela? On commence avec vous, parfait, Toetina. Oui, effectivement, il faudrait dire que ce président donc, du Rwanda a eu ce que l'on appelle l'idée d'un dépassement. Ça veut dire que les faits sont là, les traces sont là, ça fait mal, mais il faut avoir cette idée donc, de dépassement. Il faut d'abord savoir que le Rwanda, c'est un pays qui ambitionne d'être un futur grand et à ce titre, j'estime que dans ses ambitions, le président a, semble-t-il, vu cette nécessité, cette opportunité d'aller en France parce qu'il faut savoir que c'est aussi ce pays qui ambitionne d'être un grand pays numérique donc dans ce monde-là. Mais la grande question qui paraît être implicite est de savoir pourquoi ce pays qui a eu un passé lourd avec la France revient aujourd'hui. Cette question géopolitique nous amène donc à nous poser une question assez simple. Est-ce qu'on peut voir dans ce retour, dans cette visite, le retour du Rwanda dans ce monde
francophone. C'est une question qui vient tout D'autant de plus suite que à cela a été l'esprit. aussi effleuré à l'occasion. Le président français a clairement annoncé le soutien de Paris à la candidature de la ministre des Affaires étrangères, donc dans sa candidature au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. On va y revenir. Est-ce que ce ne serait pas aussi un guet-apens, ce rapprochement, un guet-apens du président rwandais dans ce précaré français où il y a encore des anciens généraux, des anciens ministres qui ont participé de près ou de loin, selon ce qui se dit, au génocide rwandais? Effectivement, et là, vous évoquez donc la question du passé. Il faut savoir que de là, il faudrait qu'il y ait donc des enquêtes, puisque le Rwanda demande depuis pratique, donc après ce génocide en 1994, le fait que l'on établisse donc ce que l'on va appeler ici les responsabilités. À quel niveau la France a participé, on va dire peut-être à ces massacres, à quel niveau les locaux ont participé, parce qu'il faut quand même savoir que ce génocide a quand même créé près de 800 000 morts. Donc il faut établir l'histoire, et dans cette histoire, les Rwandais veulent la vérité. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait que dans quelques années, on puisse écrire un livre ou bien des mémoires qui nous retracent un peu la responsabilité française au Rwanda. Voilà. Est-ce que ce rapprochement entre Paris et Kigali doit aller au-delà de certaines considérations, par exemple de ce passé commun qui lie bien malheureusement les deux pays aujourd'hui? Il s'agit du génocide de 1994. Est-ce qu'on doit mettre ce génocide entre parenthèses pour repositionner par exemple la France sur le continent à partir du Rwanda? Je pense que avant tout, il faut dialoguer. Ce n'est pas qu'il faudrait oublier ce génocide rwandais, mais pour pouvoir trouver des solutions au génocide, pour pouvoir effectivement établir les responsabilités, il va falloir que la France et le Rwanda puissent avoir un dialogue, un lieu au sein duquel ils peuvent échanger pour voir dans quelle mesure trouver les solutions et effectivement établir les responsabilités du côté des Français, mais également du côté rwandais. Parce que effectivement, il n'y a pas, c'est vrai, on indexe la France sur une bonne partie de la responsabilité qui est la sienne, mais cette responsabilité a été faite avec la complicité des Rwandais. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, établir les responsabilités? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait absolument aller au bout de certaines procédures qui sont pendantes aujourd'hui pour que ce dégel soit vraiment sincère, ce dégel des relations entre Paris et Kigali? Effectivement, il faut aller au bout des procédures parce que jusqu'à présent, il y en a qui attendent que ces responsabilités soient clairement établies. Nous savons tous que certains grands généraux, ainsi de suite, qui ont participé à ce génocide, vivent en France. Donc, pour effectivement aller jusqu'au bout, apaiser ces relations, il faut bien que ces responsabilités soient établies, que les personnes soient clairement identifiées. Oui, on a parlé donc du soutien de Paris à la candidature de Kigali pour l'Organisation internationale de la francophonie qui est aujourd'hui gérée par Michaël Jean. Comment interprétez-vous ce soutien annoncé de Paris alors qu'on sait que depuis quelques années, le Kigali avait boudé carrément l'OIF ou alors le français pendant plusieurs années? Il faudra que c'est sur ce fond de crise, sur l'impossibilité de la France de reconnaître officiellement ces crimes, que donc le Rwanda, que les acteurs de ce temps avaient décidé donc de sortir. Mais l'enjeu ici, c'est de savoir pourquoi c'est le Rwanda maintenant. Le Rwanda maintenant parce que c'est un pays modèle africain. C'est un pays qui montre que sortir de ce monde francophone, est en train de réussir, est en train d'être un modèle. La peur pour la France, c'est de perdre aussi d'autres futurs pays. Ça veut dire comme le Gabon, comme d'autres pays qui pourraient quitter en se disant, est-ce le fait dans un espace francophone qui serait peut-être à la cause de leur développement? Est-ce que le fait que le Rwanda soit sorti et pour devenir un État anglophone, aujourd'hui nous montre que peut-être qu'il y a d'autres valeurs qui sont dans ce monde anglo-saxon et qui permettent un développement parallèle. Donc la question, c'est la peur. Parce qu'il faut savoir que la France, depuis pratiquement des siècles, 3 siècles, on assiste à ce que l'on appelle ici la perte des territoires. Donc aujourd'hui, je pense que le président Macron a senti que dans ce retour géopolitique, il faudrait qu'il y ait la présence de la France en Afrique pour peser loin et donc pour peser sur la scène internationale. Et je pense que l'espace francophone et sinon plus tard le Rwanda
est un enjeu parce que c'est un pays qui se détache et que la grande peur, c'est que les États francophones puissent aussi un jour quitter. Boris, on sait déjà le Rwanda est membre du Commonwealth et le Rwanda qui sollicite aussi un poste ou alors la direction de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous qui êtes historien, est-ce que ce fait un précédent sur le continent ou à l'échelle internationale? Est-ce qu'on peut être membre de deux organisations à la fois? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Je pense que la démarche de Kagame, c'est d'abord une démarche réfléchie. S'il a pris effectivement la décision de repartir vers l'OIF, c'est après avoir analysé les tenants et aboutissants de cette démarche. Il faut dire que partir vers l'OIF aujourd'hui, ça peut être quelque chose de plus pour le Rwanda. Parfait vient de le dire, étant dans le Commonwealth, le Rwanda a eu une grande expérience. Aujourd'hui, c'est un pays référence en matière de développement. Et le Rwanda veut profiter parce qu'il faut le dire, linguistiquement, nous avons d'un côté le Commonwealth, de l'autre l'OIF, et le Rwanda, qui est un pays, on va dire, bilingue, peut profiter de ces deux organisations pour entrevoir son avenir autrement. Et comme l'a souligné Parfait, sur le plan numérique, le Rwanda aujourd'hui veut être le numéro 1 en Afrique, et que ce soit du côté francophone ou du côté anglophone, c'est des plateformes importantes sur lesquelles le Rwanda peut s'appuyer. Je vais voir si votre grille de lecture est partagée ailleurs, par exemple à Paris, où nous allons retrouver tout de suite Luc Emayo. Luc Emayo, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il est possible pour le Rwanda, par exemple, de jouer sur deux tableaux, le Commonwealth et l'OIF? Oui, parce qu'il n'y a pas de précédent, enfin, ce n'est pas un précédent historique qui est en train de s'effectuer là. Nous avons des pays au sein de la francophonie qui ne sont ni francophones, ni foncièrement anglophones, comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite qui en font partie. Même s'ils n'ont pas rendu membre à part entière, nous avons un pays comme le Cameroun qui appartient au Commonwealth, mais également à la francophonie et à la conférence des États islamiques. Donc, aujourd'hui, la diplomatie impose aux États d'être réalistes. Le plus important, c'est le réalisme et le pragmatisme, la préservation des intérêts propres de chacun. Et dans cette figure-là, le Rwanda est en train de faire quelque chose qui ne sort pas de l'ordinaire au bout du compte. Oui, à ce stade du débat, nous allons entrer dans le fond des choses. Que pensez-vous justement, vous qui avez suivi cette rencontre de près entre Emmanuel Macron et Paul Kagame, que pensez-vous de la relation entre les deux hommes et ce qu'elle pourrait faire pour la relation entre la France et le Rwanda? Je crois qu'aujourd'hui, les deux pays sont en train de faire ce que la France et l'Allemagne ou l'Angleterre ont fait en leur temps. C'est-à-dire qu'il y a eu de longues guerres qui ont opposé la France à l'Allemagne ou la France à l'Angleterre, et les deux pays ont fini par s'entendre. No condition is permanent, disent-ils en anglais, nous pensons que rien n'est également en français. Aucune situation n'est éternelle. Les deux pays ne pouvaient pas rester sur une bouderie, même si cette bouderie est tout à fait fondée vu les circonstances dans lesquelles cela s'est déroulé, c'est-à-dire le génocide des Tutsis au Rwanda. Il était important que cette étape soit traversée. La France n'a pas franchi toutes les étapes pour que cela se fasse, mais le Rwanda ne perd pas de vue cet objectif. Et je pense que dans l'opération, la personne qui fait le plus de concessions pour l'instant, c'est la France, parce qu'elle a besoin du Rwanda. N'oubliez pas, la France aujourd'hui a une dimension militaire très importante sur le continent africain qui impose qu'elle finance de nombreuses opérations. Même si elle est remboursée par le système des Nations Unies, elle doit faire des avances de fonds avant. Et dans l'Union africaine, présidée actuellement par Kagame, il y a une mesure qui consiste dans les réformes qui ont été engagées à amener les pays africains à eux-mêmes financer leurs opérations. Et donc ça ne peut pas échapper à Emmanuel Macron, qui a basé quand même une grande partie de sa diplomatie sur la diplomatie militaire. Et donc là, c'est un partenaire qu'il est en train de chercher du côté de Paul Kagame, à la fois pour le financement de ces opérations militaires. Kagame finance déjà au niveau du G5 Sahel la contribution militaire pour la lutte contre le terrorisme. Le Rwanda est présent par ses troupes sur le terrain, notamment à la République centrafricaine. Et donc, sur le plan du numérique, qui est l'autre pied de la diplomatie française actuelle sur le continent africain, le Rwanda aussi est un champion.
Donc, de ce point de vue, c'est le pragmatisme qui a présidé. Et je pense que chacun des pays fera des pas vers l'autre. Mais pour l'instant, la France a quand même fait un pas qui est très important, qui est de considérer que le Rwanda n'est pas un ennemi de la francophonie. Et je pense que nos pays francophones, qui avaient l'impression d'être dans une relation acquise, une relation de rente avec la France, devraient en prendre de la graine. C'est pas parce qu'on a été fâché à un certain moment qu'on ne peut pas se réconcilier à un autre moment, dès lors qu'il s'agit d'intérêts mutuellement compris des deux côtés. Merci Luc Mayou. On va vous retrouver peu avant la fin de cette émission pour d'autres sujets d'intérêt, de portée internationale. Retour sur ce plateau. Alors, est-ce qu'à votre avis, ces deux présidents se présentent-ils un modèle de ce qu'ils souhaiteraient voir se faire dans le reste des relations entre la France et d'autres pays africains? Oui, parce que vous savez que le grand problème entre la France et les États francophones, c'est cette fracture. Il y a un passé qui nous a été enlevé et que les francophones ont toujours pensé qu'il faudrait que les Français reviennent pour reconstruire parce que ce sont eux qui ont, selon les Africains, vidé un peu l'Afrique. Et je pense qu'à partir de là, on pourra prendre d'autres cas parce que la colonisation reste ici un mal-être parce qu'il faut savoir que la plupart des Africains estiment que leur développement a été freiné à partir de là. Et je pense que le devoir donc de la France, c'est de faire en sorte qu'il y ait un développement parallèle, puisqu'il faut quand même rappeler ici, c'est que la métropole n'avait pas une vision duale un peu du développement, c'était à sens unique. Et je pense que pour que la France revienne, il faut donc redéfinir les choses, repenser l'Afrique avec la possibilité maintenant d'apporter un développement réel. Ça veut dire le fait qu'ils mettent en place des moyens efficaces pour participer un tant soit peu donc au développement. Et le Rwanda, qui est une force aujourd'hui, qui était peut-être une faiblesse hier, commence à peser puisqu'il y a des ambitions d'abord continentales et c'est quelqu'un qui a apporté des réformes et il estime que dans ce cas de figure, les Africains eux-mêmes ont à apporter des solutions durables puisqu'il ne suffit plus dans sa vision de tout attendre aussi de la France. Il faudrait que les chefs d'État africains participent. On me fait signe que nous avons en direct de Douala Éric Cormeau. On devrait avoir Éric Cormeau dans quelques instants, mais le temps de revenir à ce débat. Voilà qu'un géostratège nous apprend que la France ou alors les pays européens qui ont participé d'une manière ou d'une autre au retard du continent doivent revenir pour reconstruire ce continent. Je pense ne pas trahir votre pensée. Est-ce que vous, historiens, vous comprenez cela de la même façon, Boris? Est-ce que vraiment les pays européens, notamment la France, a un devoir de mémoire vis-à-vis du continent? Effectivement, la France a un devoir de mémoire vis-à-vis du continent africain parce que la logique française durant la période coloniale, c'était uniquement d'exploiter les colonies et d'aller développer la métropole. Et aujourd'hui, compte tenu des enjeux internationaux et des enjeux diplomatiques, et bien évidemment du fait aujourd'hui de la présence chinoise, vous avez par exemple aujourd'hui la Russie, qui, après ce qui s'est passé en Centrafrique, par exemple, est en train d'occuper le terrain, un territoire qui autrefois était colonisé par la France. Alors, la France a intérêt à reconsidérer son positionnement en Afrique et regagner du terrain parce que, comme vous le savez très bien, la Chine aujourd'hui est quasiment le leader en matière de développement des infrastructures sur le continent. Et la France, qui a un long passé historique sur le continent africain, a intérêt à revoir la nature de ses relations avec les anciennes colonies pour pouvoir participer, contribuer au développement de ces anciennes colonies. Et certains vous rétorqueront qu'il s'agit d'un simple chantage, que ce n'est pas possible. Un simple chantage, il y a un certain nombre de documents qui le démontrent. Il y a un certain nombre de documents qui le démontrent et la France, en même temps, aujourd'hui, quand on regarde la démarche du président Macron, c'est quelqu'un qui a une autre vision de l'Afrique, qui pense que, c'est vrai, comme le disait Parfait tout à l'heure, les Africains doivent contribuer au développement de leurs pays respectifs, mais en même temps, ils doivent bénéficier de l'accompagnement de la France à tout point de vue, sur le plan technologique, sur le plan militaire et bien d'autres aspects. On va chuter par là. Le Rwanda, comme vous le savez, vient de signer un partenariat avec le club de football Arsenal, un club
dont le président rwandais est d'ailleurs supporter, dont les maillots porteront la mention Visite Rwanda sur la marche gauche à partir d'août 2018, destiné à promouvoir le tourisme dans le pays. Le montant de l'accord reste encore inconnu. Est-ce que vraiment le Rwanda a besoin de cela? Mais oui, parce qu'il faut savoir que l'objectif de tout État dans une approche réaliste, c'est la quête de la puissance. Et le sport est un facteur de puissance, puisqu'il s'agit ici d'asseoir une visibilité internationale. A priori, on dirait que c'est mieux que ce président africain développe d'abord chez lui, c'est ce que l'on aurait tous dit, ou alors contribuer au développement donc, des pays voisins ou d'autres pays. Mais le fait qu'il ait fait cela montre à suffisance la vision de l'homme. C'est vrai qu'a priori, si c'était un homme du Qatar ou bien de notre pays, on n'aurait pas parlé. Mais quand c'est l'Afrique, on a l'impression qu'il y a l'idée donc d'un détournement, puisqu'on verra, on dira où est-ce qu'il a eu Jean Lefranc, est-ce qu'il a détourné, est-ce que c'est de la corruption, bon, comme on le voit un peu partout. Moi, je pense qu'il faut essayer de dépasser et de voir aussi que les Africains, comme les Arabes, comme les pétroliers, peuvent aussi être des vecteurs de puissance en faisant en sorte qu'un club porte le nom de l'Afrique. Parce que dans Kagame, il y a l'idée d'une visibilité africaine. Et je pense que dans cette dimension-là, il joue bien ce rôle, même si a priori, les Africains diront peut-être que c'est peut-être trop tôt, mais c'est une personne qui a la vision. Donc, il voit très tôt ce que les gens verront peut-être un siècle plus tard. Il faut également ajouter que cette idée, c'est de vendre le Rwanda. Et on sait aujourd'hui que le Rwanda apporte énormément de devises, en fait, le tourisme, pardon, apporte énormément de devises au Rwanda. Et donc, Kagame peut profiter de cette vitrine-là qui est Arsenal, un club qui est très suivi à travers le monde pour pouvoir vendre la destination Rwanda. Et je pense que c'est tout au bénéfice à la fois du club londonien que du Rwanda qui fera en sorte qu'il y ait beaucoup plus de touristes qui arrivent et donc beaucoup plus de devises, beaucoup de création d'emplois et ainsi de suite. Voilà, pour être tout à fait complet sur ce dossier Arsenal, Rwanda, par rapport à cette opération marketing, d'après le gouvernement, le pays a reçu 1,3 millions, s'il vous plaît, de visiteurs en 2017 pour aller dans le sens de Boris, qui disait tout à l'heure que le tourisme fait vivre ce pays en partie, principale source de devises du pays, car ces touristes ont permis de générer 470 millions de dollars en 2016. Selon la Banque mondiale, le PIB, le produit intérieur brut rwandais, était de 8,4 milliards de dollars en 2016. Il faut comprendre donc que le jeu en valait la chandelle. À ce stade de l'émission, nous allons marquer une pause. On se retrouve tout juste derrière pour évoquer d'autres sujets d'actualité.